Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 2, épisode 2. La médiation équine dans la blogosphère. Par Sandy Belair, psychologue clinicienne et thérapeute avec le cheval, fondatrice du blog de la médiation animale. Alors bonjour, tout d'abord mes petits remerciements bien sûr à Nicolas et à son équipe, parce que j'étais aussi déjà là l'année dernière où j'étais venue parler de ma pratique en milieu associatif. Et aujourd'hui voilà, je viens vous parler certes de pratique mais autrement. Donc moi je suis donc Sandy Belair, psychologue clinicienne, thérapeute avec le cheval. Je travaille aussi avec mon chien en région bordelaise auprès d'enfants, d'adolescents, de familles et de parents. Donc j'ai été très touchée par l'intervention de Dominique Laurence, voilà, puisque tout ce travail-là d'accompagner la parentalité, on y est très sensible chez Résilient Enfance. Donc merci aussi d'avoir appelé toutes ces choses. Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler, alors voilà, psychologue clinicienne, thérapeute avec le cheval, depuis 10 ans, je pratique, mais dans la médiation animale et équine, du coup là aujourd'hui on vient parler de la médiation équine, il y a quelque chose qui m'anime beaucoup depuis plusieurs années, c'est de pouvoir informer, communiquer, collaborer et mettre en réseau les professionnels de la médiation équine et de la médiation animale en général. Donc je suis venue vous parler d'un outil qu'on a créé, l'association Résilient Enfance est à l'initiative de cet outil et qui permet justement d'informer, de communiquer et de mettre en réseau les professionnels du milieu et même au-delà du milieu. Donc très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet de mon intervention aujourd'hui, juste pour vous dire que je vais vous parler donc d'un blog qui s'appelle le blog de la médiation animale et des interactions homme-animal, qui est porté par l'association Résilient Enfance. Donc Résilient Enfance, très rapidement, propose de la relation d'aide et de la thérapie médiatisée avec l'animal, avec le cheval, le chien. Un de ses objectifs également, c'est de faciliter la communication, les échanges régionaux, nationaux, internationaux en médiation animale et de promouvoir la recherche et la formation en médiation animale. On ne propose pas de formation ni de recherche, mais en tout cas, on participe à sa promotion. On a créé quelques outils, entre guillemets, enfin, voilà, de manière très modeste pour peut-être aider les professionnels dans leur pratique. Donc en 2008, on a mis en place une charte de déontologie. Depuis 2010 également, on propose des échanges et des rencontres entre professionnels via des groupes de réflexion. Donc il y en a un dans le sud-ouest et un dans le nord, et aussi c'est le Nord-Pas-de-Calais, Belgique. On propose de l'analyse de pratique depuis janvier, qui est animée par une psychologue. Et puis des ressources bibliographiques et de l'information, donc via le blog de la médiation animale qu'on a créé en 2008. Donc voilà le média dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors très rapidement, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiarisés forcément avec l'outil blog, je vous ai fait une petite présentation. Donc le blog est né de la contraction anglaise web et log, en fait ce qui veut dire journal tout simplement. C'est un type de site web. Alors soit c'est une partie d'un site, soit c'est un site à part entière comme pour nous. Voilà, on publie régulièrement des articles qu'on appelle billets. En général, ils sont succincts. Bon, chez nous, ils sont parfois un peu longs. On a du mal, ça doit être le milieu qui veut ça. Et ça rend compte d'une actualité, d'un sujet donné ou alors d'une profession. Pour le coup, pour nous, c'est d'une pratique. Les billets sont organisés donc en catégories. Je vous présenterai les nôtres tout à l'heure. Et de manière antéchronologique, donc du plus récent au plus ancien. Ce qui est important, c'est que c'est un lieu d'expression et d'information sur le sujet qu'on a choisi. Et encore plus important, c'est un espace d'interaction. C'est ce qu'on vous dira, c'est qu'on est connecté très vite avec le lectorat, via les mails, via les commentaires et via après les réseaux sociaux. Donc les premiers blogs sont apparus fin des années 90 au Canada. C'était des journaux de bord, journal intime un petit peu.
Voilà, actuellement, il y a quand même 200 millions de blogs et 1 million d'articles publiés par jour dans le monde et 15 à 20 millions de blogs en France, qui est quand même considérable. Bon, tous, voilà, ils sont tous réunis. Après, tous ne sont pas forcément actifs. Dans les années 2000, il y a eu une évolution, un enrichissement grâce aux améliorations techniques, hein, que ce soit du côté matériel ou informatique, avec une diversité d'outils multimédia, que ce soit la vidéo, les liens hypertextes, le son, les images, et la nature des flux aussi des échanges sur la toile. C'est-à-dire que via les flux RSS, les réseaux sociaux, tout s'échange très rapidement. On est vraiment dans l'instant. Alors les avantages et les inconvénients d'un blog, alors on peut créer très vite et il y a une gestion très simple d'un blog, donc il y a une grande liberté. Tout le monde peut créer un blog aujourd'hui. Il y a un partage d'informations et de points de vue, ce que je vous disais, une grande capacité d'interaction en temps réel, donc via les commentaires, les mails, puis après les échanges qui se poursuivent via les réseaux sociaux. Une richesse, on va mélanger plein de choses, du texte, de l'hypertexte, des photos, du son, des vidéos. Maintenant, la vidéo, on va voir que dans quelques temps, tout passera par l'image et déjà, on se rend bien compte que la vidéo a pris une place très importante et bientôt, les billets seront très courts et on aura surtout des vidéos. Et puis, ça permet aussi de créer une identité en ligne, hein, parce qu'un blog, c'est quand même quelque chose de personnel qui est aussi en fonction de ses opinions, de ses points de vue. Donc voilà, ça permet aussi de créer une identité et en termes de communication, ça peut être important si c'est bien maîtrisé, bien sûr. Les inconvénients, c'est chronophage, surtout si on veut être ambitieux. Il faut avoir beaucoup de temps. Il peut y avoir de la concurrence, donc l'idée c'est de bien choisir sa niche. Donc sa niche, c'est le thème sur lequel va porter votre blog. Pareil, si on veut développer, alors c'est très simple dans la gestion et dans la création, mais si on veut un petit peu développer, innover, forcément, on va avoir besoin du côté financier, ce qui nous manque considérablement, et aussi de besoins techniques, parce que si on veut être ambitieux, à un moment, on a nos limites aussi, que ce soit en termes financiers ou techniques. Et puis, c'est un espace d'expression. Donc, comme je vous disais, avec les opinions des blogueurs, avec des fois, il y a des affects aussi. Est-ce que toutes les informations qui sont données dans le blog ont été vérifiées? Ce n'est pas toujours le cas. Je ne parle pas pour nous, hein, mais voilà, je parle des blogs en général. Et d'où la difficulté aussi à crédibiliser et à professionnaliser ce type d'outils. Donc là aussi je passe rapidement, mais c'est juste pour avoir des petites notions. Le blogueur, donc c'est forcément celui qui écrit et qui publie. La blogosphère, c'est l'ensemble des blogs. Les flux RSS, alors là c'est tout ce qui permet d'avoir c'est toute la navigation, par exemple, sur notre... pour un peu sortir de la définition qui est un peu quand même complexe. C'est par exemple sur notre blog, vous avez un petit carré flux RSS, vous pouvez vous inscrire, vous mettez votre adresse internet et à chaque fois qu'il y a un billet qui est publié, en fait vous recevez l'article dans votre boîte mail. Voilà, vous êtes informé régulièrement des publications, des informations. Blogroll ou blogolist, alors là c'est l'ensemble des liens qu'il y a sur le blog. Les liens et alors soit c'est chez nous, c'est plutôt les personnes qui collaborent au blog. Voilà, on a une liste et c'est surtout les sites des rédacteurs, mais ça peut être aussi d'autres blogs ou des sites de référence qui sont forcément appréciés par l'auteur. Des catégories, c'est les thèmes, donc nous en avons plusieurs, et ensuite des pages qui, elles, sont plutôt statiques et qui vont présenter pourquoi ce blog. Souvent, c'est le petit intitulé à propos, les rédacteurs, les remerciements, voilà, tous ces aspects-là. Donc aujourd'hui, ça devient le blog un outil, avec l'évolution des médias, ça devient un outil incontournable, et notamment avec le Web 2.0. Donc le Web 2.0, c'est l'évolution du Web vers plus de simplicité, mais également plus d'interactivité. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde peut y participer de par la simplicité et aussi de par le fait qu'on peut interagir à tout moment avec tout le monde.
Alors par contre, c'est normal. En rouge, c'est moi qui l'ai envoyé comme ça ou... Je crois, oui. Oui, parce qu'il était normalement c'était noir. Je ne sais pas, il y a eu un problème de... Bon, c'est pas grave. Donc, pourquoi nous avons créé le blog de la médiation animale et des interactions homme-animal? Donc, nous l'avons créé en 2008, ça remonte quand même. Pourquoi nous l'avons créé? Parce que nous partons du postulat que c'est un domaine en soi. Ce n'est pas le domaine de la psychologie, ce n'est pas le domaine de l'éthologie, mais c'est celui des interactions homme-équidé, ou homme-animal. Ensuite, parce que, comme l'a très justement dit Dominique Laurence, c'est une pratique ancienne qui est non réglementée, qui est en développement, qui est à l'état naissant dans sa formalisation et qui est vraiment une phase de structuration, comme on le voit actuellement effectivement avec la reconnaissance du métier d'équicien. C'est aussi une pratique hétérogène, on ne parle pas d'une pratique, on dit des pratiques, donc il y a diverses appellations, diverses écoles, divers réseaux. Très hétérogène, elle devient une pratique floue et mal identifiée. Donc forcément, les médias, les décideurs et le public ne s'y retrouvent pas. Et puis il y a certes une reconnaissance médiatique, mais parfois avec des fantasmes médiatiques, comme le cheval guéri ou c'est magique. Voilà. Donc c'est toutes ces questions-là qui nous ont mobilisés. Et on s'est dit que ça serait pas mal qu'on puisse échanger, rassembler, informer et s'interroger sur cette pratique via le média blog. Ça nous paraissait être un support en tout cas pertinent pour pouvoir diffuser, crédibiliser et maîtriser aussi un peu l'image de cette pratique. Alors la maîtriser à notre façon, parce qu'on a peut-être un point de vue différent d'autres praticiens, mais en tout cas, voilà, pour nous, c'était en tout cas les objectifs. Alors comment? Avec un collectif de bénévoles, des praticiens, des chercheurs, des experts. Donc tous bénévoles et tous reconnus dans leur domaine. Hein. Ce sont des regards également croisés et pluridisciplinaires, ça c'était essentiel. On fait intervenir de temps à autre aussi des rédacteurs invités pour enrichir les articles. La ligne de publication est gérée par l'association, donc par Résilient France. Il n'y a que 2 à 3 personnes qui sont responsables des thèmes, des billets, des articles. Il y a un expert du web, on a la grande chance d'être accompagné par une personne qui est aussi bénévole et qui nous aide pour tout ce qui est interface, enfin vraiment le côté technique. Et alors, on essaie en tout cas, cet outil, de le concevoir avec rigueur, professionnalisme, respect, régularité, innovation. Neutralité, j'ai mis un point d'interrogation parce que peut-être pas, comme je vous disais, un blog aussi c'est personnel et c'est en fonction des opinions des blogueurs. Donc voilà, on essaye, mais certainement qu'on ne l'est pas toujours aussi. Hein. On porte notre pratique et nos points de vue, mais c'est ce qui fait sa richesse aussi à ce blog. Rigueur parce qu'on essaye quand on parle d'un projet, d'un praticien, on connaît la personne, on l'a rencontrée, on sait ce qu'elle fait sur le terrain. Quand on publie des événements, on connaît les événements, on connaît les organisateurs. On va toujours vérifier l'information. Respect, on fait attention à ce qu'on écrit. On essaye de ne pas être dans la polémique. Régularité, un billet toutes les semaines. Ça nous paraît essentiel si on veut continuer à maintenir autant de lecteurs sur le blog. Et innovation, on essaie de proposer des choses très diversifiées par rapport aux articles dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais voilà, c'est pas simple. Comme je vous disais, on est tous bénévoles, on manque de moyens financiers. Donc à un moment, on fait comme on peut aussi avec ce qu'on a. Donc on privilégie la forme et le fond. Forcément, on fait attention. Alors on a changé le blog depuis 2008 déjà. On a changé au niveau du design, du graphisme. Ça a changé. On essaie que ça soit attrayant aussi pour les personnes qui viennent lire. Et le fond, bien sûr, sur la qualité des articles. Tous les rédacteurs, c'est-à-dire que quand les rédacteurs proposent un article, ils sont libres de proposer l'article. Voilà, moi je ne retouche pas les articles. Après, voilà, on a des rédacteurs aussi en qui on a confiance. Hein, on a recruté nos rédacteurs, donc voilà, ils proposent leurs articles et nous on publie, on retouche pas.
ce qu'on aime aussi, c'est forcément... alors, on a diverses catégories, ça je ne vous l'ai pas dit. Donc, on a la catégorie actualité, animal et société, entre théorie et pratique, les interviews, qui ont toujours un grand succès. On parle aussi réglementation. On a une rubrique qui s'appelle « Vers une reconnaissance de la pratique » et on a la rubrique aussi « L'animal, ce partenaire », parce que ça nous paraît essentiel de parler aussi de l'animal sur ce média. Et on a une rubrique divers qui permet de mettre d'autres sujets, parfois aussi les coups de cœur, les coups de gueule, voilà, un petit peu les envies du moment des rédacteurs. Et je pense à la rubrique animal et société. On voulait aussi inscrire notre pratique dans un champ plus large, donc sur aussi l'écologie, la biodiversité, l'éthique animale, la psychologie en général, ça nous paraissait essentiel. Donc, comment on sollicite énormément les acteurs? Donc, on va les voir sur les terrains, on leur propose des interviews, on les sollicite via les réseaux sociaux, on essaye de fidéliser le lectorat. On tente de créer un réseau et d'assurer la visibilité sur le net. Créer le réseau, c'est par exemple quand on fait un article sur un praticien, sur son projet, sur son association. On lui demande après sur son site, comme on est tous bénévoles, au moins de pouvoir mettre un lien vers notre blog et vers le site de Résilienfance. On trouve que c'est un juste retour des choses et une collaboration qui, en tout cas jusqu'à présent, convient à tout le monde et qui nous permet d'avoir une visibilité plus importante. Et voilà, comme je vous disais, avec beaucoup de temps aussi, on est tous bénévoles, donc on se permet de temps à autre forcément d'utiliser la tribune du blog pour parler de nos projets, et c'est bien normal aussi, hein, charité bien ordonnée commence par soi-même, donc voilà, nous c'est notre façon aussi de, entre guillemets, d'avoir un retour sur notre travail. Et en un mot, c'est en collaborant, ce qui nous paraît essentiel de toute façon, le blog et tout ce qu'on a autour du web 2.0, les réseaux sociaux, c'est vraiment la collaboration et c'est vraiment le mot qu'on aime mettre en avant. Alors, pour vous donner une petite idée, aujourd'hui, le blog, c'est le premier site référencé médiation animale ou médiation équine sous les moteurs de recherche. C'est 800 à 90 visiteurs uniques par jour, donc ce qui fait à peu près 1600 à 1800 visites par jour. On a eu des pics jusqu'à 2005. Le pays, les lecteurs qui visitent le plus le blog sont français, puis après européens, avec la Belgique et la Suède, et puis arrive en troisième position la Chine. Il y a 8 catégories, 10 rédacteurs, actuellement 296 billets, donc on va bientôt fêter le 300e, et 1190 commentaires. 1672 fans sur la page Facebook officielle. C'est vraiment un espace d'expression et une tribune pour les différents réseaux en médiation équine. On donne la parole aux différents praticiens, aux différents porteurs de projets. On essaie aussi d'amener le débat sur, effectivement, équithérapie, équicien, thérapeute avec le cheval. Voilà, on essaye en tout cas d'en parler sans être dans la polémique. On a d'ailleurs dernièrement proposé une interview suite à la reconnaissance du métier d'équicien à 3 organismes de formation, les principaux, parce qu'il y en a d'autres. Et voilà, on trouvait que c'était intéressant. On avait donné la parole à Isabelle Claude via le billet qu'on lui avait consacré, et on trouvait que c'était intéressant aussi de donner la parole aux autres et que chacun puisse expliquer lui ce qu'il faisait, pouvoir vraiment expliquer la différence et dire également quels étaient leurs positionnements et qu'est-ce qu'ils pensaient de la reconnaissance de ce métier d'équicien. Donc c'est un outil qui est privilégié pour la diffusion des événements. Je reçois énormément de demandes pour publier les événements. Forcément, je ne peux pas faire que ça parce que pour les lecteurs, ça ne serait pas non plus. Donc je suis obligée de sélectionner. Donc je suis navrée si certains m'ont envoyé. On ne peut pas publier que des événements. L'idée, c'est vraiment de changer et de ne pas toujours être sur les mêmes choses. Et puis c'est aussi une référence pour les journalistes, les réalisateurs et producteurs, puisque très très régulièrement le blog est sollicité pour donner son avis,
faire un état de lieu du milieu. Très souvent, on me dit, alors là où vous en êtes en médiation animale, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui est intéressant d'aller voir. Certains journalistes de 30 millions d'amis viennent voir un peu, piocher des idées sur notre blog pour aller ensuite solliciter des porteurs de projets, écrire des articles. Et puis les producteurs aussi, Equidia, du coup, voilà, on a un petit peu entre guillemets la casquette expert via ce média. Et du coup, on est sollicité énormément. Alors, je vous ai mis le top 5 des articles les plus lus en médiation équine. Donc, forcément, le premier, c'est les 6 questions à 3 organismes de formation en médiation équine. Le second, à propos des formations, donc de Nicolas, c'est pas pour caresser dans le champ du poil, c'est vraiment le second. Équicien, donc, est un métier reconnu à Kiltour. Le quatrième, une nouvelle forme de relation d'aide, l'équicoaching, qui remonte déjà à quelques temps, mais on a vu ces derniers temps effectivement que ça a intéressé beaucoup, cette forme de relation d'aide. Et ça se confirme via les visites sur le blog. Et un article sur l'éthologie, méfiez-vous des contrefaçons de Jean-Claude Barré. Voilà, donc on voit bien que ce qui questionne d'abord les lecteurs, c'est effectivement la formation. La pratique arrive après et l'intérêt pour l'animal arrive encore après. Donc les portées, un réseau qui fonctionne, on est plutôt content, qui fonctionne bien. Des acteurs de terrain qui s'approprient le média, une notoriété, une reconnaissance, un blog collaboratif, vous vous souvenez, j'y tiens vraiment et l'équipe du blog y tient également. Un atout, une niche qui est peu développée dans la blogosphère. C'est vrai que finalement, nous, quand on l'a créé en 2008, je n'avais pas connaissance d'un média qui effectivement parlait de cette pratique de cette façon. Après, certains sites ont leur blog, mais ça reste des blogs qui sont liés à une activité particulière de praticiens. Alors, déporté, certes, mais bien sûr, une démarche qui est quand même assez consumériste dans le sens où il y a très très peu de commentaires sur le blog, malgré le fait que les billets soient très lus. Donc ça, c'est ce qui nous déçoit un peu, mais bon, c'est comme ça, écoutez, c'est dommage, je trouve. Alors c'est peut-être aussi un milieu qui n'est pas forcément tourné vers toutes ces nouvelles technologies. Je m'en rends bien compte, parfois les commentaires. Par exemple, je publie un billet sur un événement, il va y avoir un commentaire où la personne parle aux organisateurs de l'événement dont j'ai publié l'annonce. Alors je sens du coup bien que pour certains, c'est pas forcément évident les nouvelles technologies. Donc j'explique bien que là, non, moi j'ai fait que relayer l'information, qu'il faut rentrer directement en contact. Voilà. Donc plein de petites choses comme ça qui me laissent penser effectivement que de ce côté-là, c'est pas si simple. Et puis, je ne sais pas si c'est le milieu, on est souvent du médico-social, je ne sais pas si on est trop branché, tout ça, mais enfin, j'ai l'impression que c'est plus difficile dans notre secteur, en tout cas, de s'ouvrir à toutes ces choses. Et puis, commenter, écrire, prendre position, c'est clair que c'est aussi une démarche dangereuse, donc ce n'est pas évident, ça peut fragiliser, et je suis d'accord que ce n'est pas facile de se mettre en avant et d'oser, même si j'avais dit qu'en 2014, il fallait oser, mes vœux étaient porté sur le fait qu'il fallait oser. C'est un milieu où la collaboration aussi n'est pas toujours aisée, via les différentes guerres de clochers. Mais bon, on part du principe que quand même dans la diversité, effectivement, c'est un philosophe qui me disait ça il n'y a pas très longtemps, naissent les idées innovantes et réalisables, et j'en suis persuadée, mais que ça ne se fera pas sans difficulté et peut-être sans souffrance. Mais bon, voilà, ça me paraît quand même important. Chronophage, jusqu'à quand on va pouvoir tenir ce média? Je vous assure que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. L'absence de moyens financiers pour développer l'interface et proposer plus d'innovation. Et puis un outil qui n'est pas parfait, c'est ce que je vous disais. On est tout à fait conscient qu'après c'est un lieu d'expression des opinions des rédacteurs avec une forte connotation résilience. Mais c'est aussi l'intérêt du blog et c'est ce qui fait sa richesse. Donc bon. Les projets, alors développer la vidéo et le son. Recruter de nouveaux rédacteurs, parce qu'on se dit que si on a plus de rédacteurs, on pourra publier plus régulièrement et nos rédacteurs, les 10 actuels, seront moins sollicités.
ils sont tous pris par leur pratique aussi, tous débordés, donc c'est pas toujours simple d'aller leur demander est-ce que tu n'aurais pas un petit billet là pour le blog. Aller davantage à la rencontre des porteurs de projets. Comme je vous disais, on vérifie toutes nos informations, mais ce qu'on aimerait, c'est pouvoir aller sur le terrain. Ceux qui ont des structures, des lieux d'accueil, on aimerait pouvoir aller vraiment les visiter sur le terrain. Rechercher des annonceurs pour avoir un peu de moyens financiers pour se déplacer, par exemple, si on va dans les colloques, pour faire des retours sur le blog, ou si on va voir des porteurs de projets, au moins que ça puisse rembourser les frais. Mais alors, rechercher des annonceurs, mais sans perdre son âme aussi, on fera bien attention à ça. Donc l'idée, c'est de se professionnaliser un peu via ce média, mais en tout cas sans perdre son âme. Et puis collaborer encore et encore, ce qui nous paraît essentiel et que je n'arrête pas de rabâcher. Et voilà, et j'ai terminé.